Bonjour, bienvenue à la présentation d'aujourd'hui. Je m'appelle Nicole Cossette, je suis infirmière conseil pour l'association. La présentation d'aujourd'hui, comme vous le voyez, s'intitule Leadership, professionnalisme et la profession des IAA en évolution. Alors, la présentation aujourd'hui est un topic qui a été choisi puisqu'il y a eu beaucoup de changements apportés dans votre domaine de pratique dans les dernières années, surtout depuis le début de la pandémie. C'est propres besoins des milieux de santé qui sont en changement constamment pour essayer de rencontrer les besoins de la population et des milieux de travail. Alors, pour quelques personnes ou pour plusieurs, ces changements-là peuvent être difficiles. Puis, plusieurs gens se questionnent, même nous appellent, nous questionnent pour savoir si les tâches qui ont été ajoutées à leur rôle, c'est des tâches qu'ils peuvent faire, qui sont en ligne avec leur champ de pratique. Plusieurs sont bien contents, mais ils ne veulent pas pratiquer à l'extérieur de ce qu'ils sont supposés de faire avec leur premier pratique avec l'association. Alors, avant de commencer, je vais vous dire qu'on souligne beaucoup le leadership et le professionnalisme à travers la présentation. C'est parce que les tâches qui ont été ajoutées dans les dernières années font en sorte que les infirmières auxiliaires ont vraiment besoin d'utiliser un attitude de leadership puis leur professionnalisme pour pouvoir rencontrer leur standard de pratique. Alors, on va commencer la présentation. Juste un instant. Je ne veux pas que vous soyez distraits. Je vais envoyer mon image de côté. Alors, on va commencer la présentation. Ici, la première diapositive dit que l'association a un mandat. Alors, l'association a été créée dans le but de protéger le public, puis ceci est fait par l'intermédiaire de la réglementation. Il y a 3 choses spécifiques qui se produisent pour que l'association puisse protéger le public. C'est d'établir les normes dans les programmes d'éducation. Alors, lorsque vous allez au collège, prendre votre cours de nursing ou lorsque vous êtes allé, il y avait des normes d'éducation établies qui faisaient en sorte que le curriculum devait avoir un certain montant d'heures de classe et de stages cliniques, puis le préceptorat, puis différents topics avaient besoin d'être couverts lors de votre cours. C'est des exemples. Ensuite, le processus de discipline fait en sorte que lorsque les infirmières pratiquent, les infirmières auxiliaires pratiquent à tous les jours, si jamais il y a des plaintes qui sont faites auprès de l'association, à travers les employeurs ou le public, le processus de discipline qui est en place à l'association permet d'évaluer la plainte puis déterminer si la plainte est fondée et doit être investiguée plus profondément. Il y a un comité de discipline séparément de l'association qui aide à faire ce processus-là le plus transparent et équitable possible. Alors, ça, c'est la deuxième façon dont l'association pratique la réglementation. Puis la dernière, c'est d'établir les exigences pour le permis de pratique. Alors, l'association s'assure que les membres sont à date dans leur pratique, dans leurs connaissances, dans leurs compétences, qui ont les heures de pratique actives à chaque année pour renouveler leur permis, puis qui ont fait leur programme d'éducation continue qui est établi à travers un processus sur le site web, puis que peut-être que vous faites pas beaucoup attention à, mais lorsque vous remplissez votre questionnaire pour renouveler votre permis de pratique, c'est une section que vous voyez qui demande si vous avez continué d'apprendre votre apprentissage pour pouvoir être capable de rencontrer toutes les exigences par rapport à votre rôle comme infirmière autorisée. Alors, c'est ça les trois sections qui s'appliquent à la réglementation. Alors, on va passer à la prochaine diapositive. J'ai mentionné au début que la profession est en évolution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les programmes de formation sont de plus longue durée. Initialement, les programmes de formation prenaient 6 mois seulement.
moment donné, ça a changé, puis c'était un programme de 9 mois. Puis ensuite, ça a devenu un programme d'1 an. Ensuite, 18 mois. Maintenant, c'est un programme de 2 ans qui vous permet d'avoir un diplôme lorsque vous terminez votre programme. Alors, plus de temps que vous passez dans un programme de formation, plus d'informations, plus de profondeur à ce que vous apprenez, vous permet d'avoir un plus grand champ de pratique. Aussi, votre titre a changé au cours des années. Vous n'êtes pas juste des assistantes aux infirmières, vous êtes des infirmières auxiliaires qui peuvent pratiquer d'une façon autonome. Le code de déontologie, les normes de pratique ont changé. Les normes de pratique 2020 ont été affichées sur notre site web déjà. Le code de déontologie, je pense qu'il est en révision présentement, puis vous allez voir des nouvelles révisions qui vont être affichées sur notre site web lorsqu'elles sont disponibles. Mais lorsque les documents sont en révision, celui qui est sur le site web est celui dont vous voulez vous référer à. Alors, ces choses-là sont mises à jour ou aident à mettre à jour qu'est-ce qui est votre domaine de pratique, qu'est-ce qui est norme de pratique devrait être, puis qu'est-ce que les employeurs devraient se référer à pour savoir qu'est-ce qui peut être vos tâches dans vos milieux de travail. Alors, le champ domaine de pratique et vos limitations auprès des employeurs sont des choses qui sont en évolution constamment. Puis, contrairement à ce qu'on voyait dans le passé, une liste de tâches à faire pour des infirmières auxiliaires, c'est maintenant pas aussi concis que ça. On va en parler un peu plus tard, mais le domaine ou le champ de pratique n'est pas défini aussi clairement. Alors, comme je viens de le dire, on va en discuter davantage. Les compétences d'entrée ont été établies en 2019, puis reflètent un plus long programme de formation. Alors, c'est important que vous vous souveniez de ça. Je ne sais pas si... On va en parler aussi, comment est-ce que les infirmières auxiliaires qui avaient fait leur cours avant 2019 ont dû faire du rattrapage pour pouvoir être capables de pratiquer avec leur permis de pratique comme une infirmière auxiliaire compétente, égale à toute autre infirmière auxiliaire qui travaille avec une licence ou un permis de travail. Puis, la profession en évolution, comme je vous avais dit, reflète un rôle de leadership. Alors, vous allez vous trouver dans des situations, peut-être que vous vous êtes déjà trouvé dans des situations où ce que vous devez faire des décisions, travailler en collaboration avec une équipe, puis vous avez une voix, vous avez des outils pour vous permettre de faire des évaluations cliniques, puis d'apporter à l'équipe des informations vraiment importantes par rapport à la situation de vos clients ou la santé de vos clients. Vous entendez probablement des fois dire que le nursing, c'est une profession qui font l'autoréglementation. Puis il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire. L'association telle qu'elle contrôle ou détermine les normes de pratique, s'assure que les écoles de formation sont accréditées, ce qui veut dire qu'ils sont en ligne avec ce que le curriculum devrait être. Puis, en faisant cela, l'association démontre qu'elles sont capables de réglementer la profession. L'association est dirigée par des infirmières auxiliaires comme vous. Donc, c'est une des premières étapes où est-ce qu'on voit l'autoréglementation, mais aussi chacun des membres est responsable de leurs actions ou des choses qu'ils ne font pas. Alors, il faut se rappeler que comme infirmière auxiliaire, lorsque vous rentrez travailler, vous avez des responsabilités. Vous faites vos soins aux patients ou indépendamment de ce qui est votre rôle, vous avez des tâches à faire, puis vous êtes responsable de les faire. Les choses qui ne sont pas faites reviennent aussi de votre responsabilité. C'est un privilège et une responsabilité de pouvoir faire l'autoréglementation. Si jamais que l'association ne pourrait pas démontrer que le nursing est capable de faire l'autoréglementation,
le gouvernement pourrait décider de prendre sous ses mains la réglementation de la profession. Alors, en s'assurant qu'on est capable de promouvoir une bonne pratique, de prévenir les mauvaises pratiques, puis d'intervenir s'il y a des pratiques inacceptables, l'association démontre qu'elle est capable de s'assurer que ses membres pratiquent de façon sécuritaire. L'association peut démontrer ça en s'assurant, lorsque vous faites votre immatriculation, comme exemple, que vous avez vos heures de pratique ou que vous avez fait votre éducation continue. Alors, ceci, c'est un à côté par rapport à l'autoréglementation. Lorsqu'on parle des changements qui sont survenus dans votre profession, puis dans vos tâches ou votre rôle dans votre milieu de travail, qu'on vous dit que vous devez avoir plus de leadership, c'est important de se demander qu'est-ce qu'est notre identité en tant que leader. Puis ici, Douglas MacArthur décrit le leadership ou un leader comme une personne a la confiance de se tenir seule, le courage de faire des décisions difficiles et la compassion d'être à l'écoute des autres. Il ne décide pas d'être un leader, mais le devient par l'équité de ses actions et l'intégrité de ses intentions. Alors, je ne sais pas si ça vous résonne de quelque façon. Moi, je me dis que le nursing, certainement, demande qu'on ait de la compassion. C'est rare que j'ai travaillé avec des gens qui n'en démontraient pas. Je suis infirmière depuis 1991. J'ai travaillé avec plusieurs différentes équipes. Puis, j'ai vu beaucoup d'infirmières qui démontraient de la compassion. Puis, du courage. Du courage, on a vu depuis le début de la pandémie que les infirmières se présentent au travail. Les infirmières auxiliaires sont en avant de l'équipe, performent, travaillent, se présentent comme leader vraiment des soins pour s'assurer que leurs patients soient bien, qu'ils guérissent ou qu'ils reçoivent les soins appropriés qu'ils sont censés recevoir. Moi, je sais que j'ai travaillé avec des gens, puis je me disais tout le temps, je me suis fait dire déjà, les gens ne vont pas se souvenir ce que tu leur as dit, mais vont se souvenir comment tu les as fait se sentir. Je me demande souvent comment est-ce que je fais sentir les gens. J'ai souvent cette attitude-là lorsque je rentre au travail. Puis, on a tous nos moments. Des fois, j'ai pas, disons, le plus de patience possible, mais j'essaie de la pratiquer malgré. Je me dis que tous les membres de l'équipe méritent d'être traités avec patience, avec dignité, avec empathie, autant que les patients. Si jamais qu'on voit qu'il y a des membres d'équipe qui ont des problèmes eux-mêmes, il y a une façon d'adresser. Mais en respectant tous, puis en adressant les problèmes de façon respectueuse, on démontre qu'on est capable d'avoir du leadership à l'intérieur de notre pratique ou comment on se présente. Alors, dans nos normes de pratique, un peu plus tôt, je vous ai dit qu'on a vu ces changements reflétés dans nos normes de pratique. Puis ici, ça dit que la norme 1.8, dit qu'on a l'obligation et la responsabilité de rendre compte de notre pratique, de notre conduite et de la prise de décision éthique. Puis aussi, les IAA exercent un leadership pour soutenir le mentorat et le préceptorat et y participer. Alors, c'est imprégné dans notre code de pratique. Vous voyez le portrait ici de la page du dessus de vos normes 2020. Les normes peuvent être trouvées sur le site web, évidemment. Alors, la deuxième norme aussi qui parle de votre leadership ou de votre capacité de pratiquer, disent que les infirmières maintiennent la pertinence de leur pratique en réponse aux changements qui touchent la profession. Ceci est directement relié à votre programme de formation professionnelle continue qui est exigé à chaque année, puis que vous avez peut-être été demandé de soumettre à l'association comme infirmière auxiliaire qui a été auditée. Alors, c'est des choses qui sont dans les normes, qui ne sont pas dans les normes juste parce que c'est plaisant de les avoir dans les normes,
mais c'est parce qu'il reflète aussi la loi des infirmières auxiliaires. Alors, c'est important de connaître nos noms, puis de reconnaître qu'on a besoin d'être un leader et puis qu'on a besoin de continuer de s'éduquer pour pouvoir rencontrer nos normes de pratique. Puis aussi, c'est relié au changement dans les milieux de travail, puis les nouvelles tâches qui nous sont demandées de faire. Alors, directement, nous, on va dire qu'est-ce qu'un leader fait? C'est être capable de pratiquer la pensée clinique, critique, agir, puis plaidoyer pour le client. Alors, c'est nous qui est là pour aider les clients à rencontrer ce qu'ils espèrent avoir comme état de santé ou comme soin pour être le mieux possible. Un leadership aussi inspire et motive les autres dans le but de rencontrer des objectifs de soins. Alors, on travaille ensemble, hein? On travaille ensemble pour rencontrer des objectifs de soins. Puis, on démontre des comportements professionnels de leader pour influencer et favoriser les résultats positifs chez les clients. On parle que, depuis le début de la présentation, qu'il y a eu beaucoup de changements. Les changements, bien entendu, entraînent des besoins de développement de qualité de leadership. Vous voyez, en bas, ça dit la connexion entre le besoin du développement en leadership est reliée de près aux changements déjà parvenus à la profession. Alors, c'est important de comprendre pourquoi que la profession change. La loi des infirmières a changé en 2014, les curriculums de formation, puis comme on avait dit aussi, la durée des programmes de formation pour les infirmières auxiliaires a changé, les champs de pratique, compétences d'entrée a changé, les normes de pratique et ensuite le code de déontologie. En disant tout ça, vous pouvez vous dire que vous pouvez vous donner une petite tape sur le dos et dire bien fait parce que vraiment, dans les dernières années ou depuis 2014, vous avez été demandé de prendre beaucoup plus de responsabilités que vous aviez avant. Le leadership puis les tâches additionnelles qui vous ont été demandées demandent que vous ayez la capacité d'apprendre des choses, puis d'appliquer ces connaissances, de changer avec l'environnement de travail. Alors, je vous félicite parce que c'est beaucoup de choses à accomplir dans peu de temps. Je vais vous donner un petit aperçu de ce qui vraiment est significatif dans la loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés qui a été changée en 2014. La section importante dit qu'infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé désigne la diplômée ou le diplômé d'une école agréée d'infirmière et d'infirmier auxiliaire qui n'est pas une infirmière ou un infirmier immatriculé du Nouveau-Brunswick et qui dispense sous la direction d'une infirmière ou un infirmier immatriculé, d'un médecin dûment qualifié, d'une pharmacienne ou d'un pharmacien ou en collaboration avec cette personne, des soins aux malades sous simple surveillance, en convalescence ou atteint d'affections subaiguës ou chroniques. Comme vous pouvez voir, j'ai souligné ou j'ai écrit en noir pharmacien, puis atteint d'affections subaiguës. C'est les changements qui ont été ajoutés. Alors, vous devez travailler sous la direction soit d'une infirmière immatriculée, d'un médecin, d'une pharmacienne, les infirmières immatriculées, ou je devrais dire aussi praticiennes, ou en collaboration avec les autres. Alors, sous la direction ou en collaboration veut dire deux choses un peu différentes. Lorsque vous êtes sous la direction, ça veut dire que dans votre milieu de travail, il y a quelqu'un sur l'unité ou aux alentours qui est disponible tout de suite si vous avez besoin. En collaboration, peut vouloir dire que vous faites un appel, que vous les rejoignez. Alors, c'est des choses qui se produisent présentement dans le milieu de travail. Des fois, on appelle pour se faire dire que le gestionnaire n'est pas sur l'unité, mais que vous êtes quand même demandé à être là puis être en charge. Alors, je vous dis, si vous êtes capable de collaborer, puis quelqu'un va venir tout de suite, ça rencontre les exigences de la loi.
Puis aussi, lorsque ça a été ajouté dans le paragraphe, la deuxième section en noir, ou atteinte d'affection sous-aiguë, ça veut dire qu'avant, les infirmières auxiliaires étaient permis de travailler aux soins des malades pour la surveillance ou des malades qui étaient en convalescence. C'était des gens qui étaient stables, qui étaient probablement plus dans des endroits de longue durée. Mais maintenant que vous pouvez travailler avec des gens d'affectation subaiguë, ça veut dire qu'ils sont un peu plus malades. Alors, vous avez besoin d'aiguiser vos connaissances pour faire sûr que vous êtes capable de travailler dans des conditions de travail qui peuvent vous être demandées. Alors, lorsqu'on disait tantôt que le curriculum de formation a changé, il y a eu 3 gros changements, puis je pense que peut-être vous allez vous en rappeler. L'administration des médicaments, l'évaluation physique des adultes, la phlébotomie et initiation intraveineuse. C'est beaucoup, c'est des gros changements. Vous avez eu la chance de faire du rattrapage. L'association va faire des sessions de rattrapage lorsque ces changements sont arrivés. Vous avez encore la chance de dire à vos gestionnaires, si vous savez juste pris un nouvel emploi, vous n'avez jamais travaillé avec ces nouvelles connaissances, vous avez appris, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez demander d'avoir un peu de support puis d'avoir la chance d'avoir du mentorat ou un peu d'éducation formelle. Mais c'est les trois sections, les 3 changements majeurs qui peuvent affecter la pratique que vous allez faire, pas seulement dans les hôpitaux et dans les institutions à long terme comme les foyers de soins. Alors, c'est ça les gros changements. Puis ces changements-là, j'aimerais vous dire ou vous souligner qui vous aident à rencontrer le champ de pratique du point de vue national, puis vous permet aussi d'aller travailler dans n'importe quelle province au Canada. Dans le passé, lorsque vous n'aviez pas encore ces connaissances-là, il y a beaucoup de provinces dans le Canada dans lesquelles vous ne pouvez pas travailler. Puis lorsque vous écrivez aussi votre examen national pour l'entrée à la pratique, c'est des connaissances qui sont censées déjà faire partie de votre apprentissage, les choses que vous avez apprises dans votre cours de formation. Alors, qu'est-ce qui est un domaine de pratique? C'est encore des questions qu'on reçoit, des appels à l'association. Ce n'est pas quelque chose qui a changé récemment. Comme je vous dis, du point de vue national, si vous auriez eu les connaissances que je viens de parler d'eux, vous auriez eu ces connaissances-là, vous auriez pu vous dire que votre champ de pratique n'a pas changé récemment. Vous avez vu les politiques de l'employeur changer. C'est parce que pour longtemps, même si vous aviez pris votre cours, par exemple, de phlébotomie ou de médicaments, il y a beaucoup d'unités ou de milieux de travail où les infirmières auxiliaires ne pouvaient pas pratiquer ces tâches-là. Mais récemment, avec les changements qui se produisent dans le domaine de la santé, les employeurs ajustent leur politique pour vous permettre de faire ces choses-là. Alors, lorsque l'employeur vous permet de les faire, que vous avez appris ces choses-là dans votre cours, puis que vous êtes à jour dans vos connaissances, ce qui veut dire que votre champ professionnel, votre champ individuel, puis le champ de l'employeur vous le permet, c'est des choses que vous pouvez faire. Il n'y a pas vraiment une liste de tâches magiques comme dans le passé. Dernièrement, même, j'ai eu un appel pour savoir si que les infirmières auxiliaires avaient le droit de faire la surveillance ou d'administrer des médicaments intraveineux. Alors, dépendamment de vos connaissances, si vous avez eu la formation additionnelle, puis si votre employeur a des politiques qui vous couvrent, vous avez peut-être la capacité de faire ces choses-là. C'est pour ça qu'on n'a pas une liste, c'est parce que pas tout le monde a les mêmes connaissances ou que pas tout le monde qui a fait des cours avancés pour faire certaines choses qui peuvent être demandées dans les milieux de travail. Alors, si vous êtes éduqué, compétente et autorisée par votre employeur, vous pouvez faire ces choses-là. Si vous êtes en doute, vous pouvez toujours consulter
l'association. L'association peut vous aider à déterminer si vous êtes couvert, si vous êtes capable de faire les tâches qui vous sont demandées. On va parler un peu aussi maintenant du professionnalisme. Ça inclut l'apparence, le comportement, la compétence et un rôle défini aux soins d'équipe. C'est quelque chose que j'ai vu lorsque je travaillais comme enseignante au collège communautaire. Il y avait des étudiants qui ne comprenaient pas pourquoi que l'apparence était aussi importante. Puis j'essayais de leur faire comprendre que on sert une clientèle. Puis présentement, par exemple, une grosse partie de la clientèle au Nouveau-Brunswick spécialement, c'est des personnes âgées. Probablement 60% ou plus de la population, c'est des personnes âgées. Alors, pour eux autres, ils ont toujours connu, par exemple, des infirmières habillées tout en blanc. Puis, ils ont vécu beaucoup de confusion lorsqu'ils voyaient des équipes de soins arriver, puis ils étaient toutes multicolores, puis ils n'étaient pas certaines qui faisait quoi, puis ça créait des fois non seulement de la confusion, mais de l'anxiété. Puis aussi, je pense que si je vous demanderais de penser à vous lorsque vous vous rendez voir un médecin ou si vous êtes admis dans un hôpital comme patient, puis vous voyez un professionnel rentrer qui est peut-être tout coiffé, puis mal propre, si vous vous demandez si cette personne-là est compétente. Alors, l'apparence et le comportement et la compétence vont ensemble. Le professionnalisme est aussi caractérisé par un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même formation. Chacun et chacune accepte la responsabilité de ses actions. Puis, j'aimerais ajouter que dans les documents qui ont été mis à jour sur le site de l'association, le mot professionnalisme revient souvent, ainsi que le mot leadership. Alors, un professionnel, pour moi, devrait pratiquer la civilité. Je ne sais pas si que vous pensez que c'est important, mais je pense que si, lorsque vous allez voir ce que je veux dire, vous allez être d'accord. Lorsque vous travaillez avec une équipe, puis avec des clients, je pense que c'est important d'être poli. Lorsqu'on est poli avec les gens ou qu'on les traite avec dignité, ça ne veut pas dire qu'on les aime. On n'est pas supposé ou c'est pas nécessaire d'aimer tout le monde. C'est juste important de les traiter avec politesse et respect. Souvent, ça nous demande de penser avant de parler. Puis, aussi, des fois, ça veut dire qu'on peut s'entendre à ne pas s'entendre. C'est correct d'avoir des diverses opinions. Des fois, il y a plus qu'une façon de faire les choses. Puis, on n'est pas obligé de les faire de la même façon si longtemps qu'on rencontre nos normes de pratique puis qu'on est professionnel. Alors, lorsqu'on comprend ça ou qu'on pratique ces choses-là, ça fait un travail d'équipe un peu plus facile. Comme je vous disais plus tôt, ça fait depuis 1991 que je pratique comme infirmière. Je peux vous dire que j'ai rencontré des membres, différents membres de l'équipe qui n'étaient pas nécessairement plaisants à travailler avec. Mais j'essayais souvent de pratiquer la politesse puis le respect pour essayer de les amener à s'adoucir puis travailler en équipe de façon un peu plus gentille. Mais on s'entendait qu'on n'était pas obligé de s'aimer puis de s'entendre, mais qu'on pouvait travailler ensemble pour rencontrer des objectifs positifs pour les clients. Qu'est-ce qui impacte les soins ou qu'est-ce qui impacte le milieu de travail lorsqu'il y a de la non-visibilité? Alors, la santé des employés. Vous avez probablement entendu la terminologie travailler dans un milieu où c'est toxique. Alors, c'est pas ça qu'on veut faire. Nous autres, on veut pas créer un milieu toxique. On veut participer à un environnement de travail qui est sain et positif. La non-civilité peut affecter les résultats aux soins et aux clients, peut créer de l'inquiétude auprès des employeurs, puis créer un environnement de travail qui est difficile. Ça peut être contagieux. Alors, c'est important de dire, moi, je vais être le changement que j'aimerais voir dans mon milieu de travail. Si moi, je suis positive, peut-être que je vais contribuer
à un changement de culture vers un milieu de travail qui est plus positif. Alors, c'est sûr qu'avec des changements apportent des défis. Dans les derniers 5 à 10 ans, les infirmières auxiliaires ont fait face à beaucoup, beaucoup de changements puis beaucoup plus de responsabilités. Les changements apportés à la profession ont fait des effets dominos dans les tâches que vous devez faire, puis comment est-ce que vous vous sentez dans vos milieux de travail. Puis, c'est non seulement une personne qui est affectée, mais l'équipe au complet, parce que lorsqu'on vit des changements, ça peut aussi poser de la confusion au restant de l'équipe. Alors, lorsque vous connaissez qu'est-ce qui est votre domaine de pratique, les tâches que vous devez faire et pouvez faire, puis que vous êtes capable de faire face aux changements, ça peut aider le reste de l'équipe à aussi s'adapter à ce qui est les nouvelles tâches dans le milieu de travail. Un des défis qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de différentes générations dans le milieu de travail. Je pense que c'est la première fois vraiment qu'on voit plusieurs différentes générations travailler côte à côte. Alors, ça peut causer des défis, mais rappelez-vous que chaque génération apporte des points forts. Et si vous voyez que les baby boomers, c'est des gens optimistes qui aiment faire le mentorat, puis qui ont un travail d'équipe, une éthique de travail élevée. La génération X sont indépendants, innovateurs, puis des bons communicateurs. Les milléniaux sont bons en technologie, collaborateurs, présents et pensent au bien du groupe. La génération Z ont des aptitudes digitales, pratiques, sont épanouis en milieu de travail. Alors, si chacun utilise leurs points forts, puis amène à l'équipe ce qu'elles ont besoin, ça pourrait faire un milieu de travail pas mal intéressant. Alors, pensez à ça lorsque des fois vous avez de la difficulté à accepter peut-être qu'est-ce qu'une des générations a apporté au milieu de travail. Ce qu'on a vu, phénomène qui s'est passé, c'est que souvent les infirmières auxiliaires ont des crises d'identité, sont confuses. Ils se demandent qu'est-ce que je peux faire, puis qu'est-ce que je peux pas faire. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ça peut faire des gens qui sont plus difficiles à travailler avec, ou ça peut faire du travail d'équipe plus difficile. Les infirmières auxiliaires ne réagissent pas nécessairement toutes de la même manière. Il y en a qui peuvent être toutes excitées, qui peuvent dire, moi, je veux retourner à l'école ou je veux faire des cours d'extra pour pouvoir plus faire dans mon milieu de travail. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, moi, je suis bien contente de ce que je fais maintenant, j'ai pas vraiment le goût, mais je vais le faire. Ça peut faire la situation un peu plus difficile pour ces gens-là. Puis il y en a d'autres qui vont dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ces changements-là. C'est pas ça que j'ai décidé de faire lorsque j'ai décidé d'être infirmière auxiliaire. Alors, je pense que je vais réévaluer si je veux continuer à travailler dans ce domaine ici. Alors, pensez à ça. Ayez des discussions avec vos gestionnaires. Vous pouvez nous téléphoner à l'association lorsque vous n'êtes pas sûr de qu'est-ce qu'est vos rôles, qu'est-ce qui est votre identité ou qu'est-ce qui sont vos champs ou vos domaines de pratique. Mais vous avez l'occasion d'en discuter comme équipe ou avec vos gestionnaires, puis prenez le temps de le faire. Alors, après avoir parlé du leadership puis du professionnalisme en nursing, un rappel, le professionnalisme et le leadership produisent des résultats aux clients qui sont positifs, un environnement de travail sain, puis donne de la fierté et de la motivation à l'équipe. Rappelez-vous, comme infirmière auxiliaire, que vous avez une voix, que vous êtes experte, que vous pouvez plaidoyer pour vos clients, puis que vous faites un modèle au sein de l'équipe. Moi, je travaille dans l'administration, mais je travaille ici au chevet. Puis, j'ai beaucoup de respect pour les infirmières auxiliaires avec lesquelles je travaille. Puis, de plus en plus, ils occupent une place de plus en plus importante parce qu'ils ont de plus en plus de tâches à faire. Alors, encore, comme je vous disais tantôt, une petite tape sur l'épaule, dites-vous que vous avez une belle profession et que vous avez une place importante au sein de l'équipe.
Alors, il faut faire partie du changement, devenir le professionnel que vous aimeriez avoir au sein de votre équipe. Cette personne-là, probablement, serait une personne honnête, éthique et responsable, respectueuse, qui collabore avec les autres, qui est compétente, qui est optimiste, en d'autres mots, qui est positive au sein de l'équipe, qui a beaucoup de compassion et d'empathie pour les patients, mais aussi pour les gens qui sont sur l'équipe, puis qui communique bien, qui se présente de bonne manière ou de bonne façon professionnelle. Alors, ceci conclut la présentation aujourd'hui. J'aimerais vous remercier de vous être joint à nous. Je sais que vous êtes occupés. Ce n'est pas toujours facile de prendre le temps de faire la partie d'une présentation comme ça. Puis, j'aimerais recommander à ceux qui n'ont pas encore fait ou même de faire de façon régulière, aux membres d'aller sur le site web de l'association, sous l'onglet des membres, pour voir qu'est-ce qu'il y a des ressources. Il y a plusieurs bonnes ressources qui pourraient peut-être vous aider. Comme exemple, le professionnalisme ou la présence professionnelle. Il y a aussi un webinaire sur le professionnalisme et les médias sociaux. Il y a un autre webinaire sur la compassion, l'utiliser ou la perdre. Il y a toutes sortes de documents, vos normes de pratique, les compétences d'entrée, le champ de pratique, l'importance du professionnalisme en nursing. C'est tous des documents que vous allez trouver. Des fois, c'est facile de se demander, quand on est occupé, qu'est-ce que je devrais faire, où est-ce que je vais trouver cette information-là. Rappelez-vous qu'on a un site qui est là pour vous aider. Puis aussi, vous pouvez nous envoyer un courriel ou nous téléphoner. Alors, bonne chance. Je vous souhaite une bonne équipe de travail, puis de continuer de vous adapter au changement, puis de prendre votre place au sein de l'équipe. Merci encore.